Les troubles anxieux, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des pathologies qui sont très handicapantes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va vraiment impacter sur votre vie. Cela étant dit, ce qui est important de retenir, c'est que les troubles anxieux font partie des pathologies au niveau psychologique et psychiatrique qui se traitent le mieux. Ce sont les pathologies où on arrive le mieux à obtenir de très très bons résultats. Alors, abordons-les en les survolant. Premier trouble anxieux qu'on peut aborder, c'est l'attaque de panique. Alors l'attaque de panique, c'est quoi? C'est très simple. L'attaque de panique, c'est une crise d'angoisse puissance 10. Nous avons vu l'aspect psycho-comportemental et l'aspect physique de l'anxiété. Et bien là, vous imaginez une crise d'angoisse avec tous ces symptômes-là. En gros, quelqu'un qui souffre d'une attaque de panique va clairement dire que soit la personne, elle va avoir peur de mourir, soit la personne va avoir peur de devenir folle, soit la personne va avoir peur de perdre le contrôle et de se mettre à faire n'importe quoi. C'est vraiment une sensation de mort imminente. Et les personnes qui souffrent d'attaques de panique ont souvent tendance à consulter en urgence, à faire venir le SAMU à la maison. Parce que justement, elles ont l'impression qu'elles vont y rester. Donc ça, c'est la problématique de l'attaque de panique. Ensuite, autre trouble anxieux, qui est très répandu, qui s'appelle l'agoraphobie. Alors l'agoraphobie, c'est quoi? On a souvent tendance à penser que l'agoraphobie, c'est une pathologie qui est en lien avec la peur de la foule ou la peur des grands espaces. C'est totalement faux. En fait, l'agoraphobie, c'est la peur de faire un malaise dans un endroit où on ne peut pas être aidé tout de suite, ou alors la peur de faire un malaise dans un endroit d'où on ne peut pas s'extraire tout de suite. Donc, dans ce cas-là, ça peut tout à fait relever d'une pièce fermée, ça peut tout à fait relever d'un ascenseur. Les agoraphobes, ils ne prennent pas l'ascenseur en général. Ça peut relever des tunnels sur l'autoroute, parce que la personne elle a peur d'être prise dans des embouteillages dans un tunnel. Ça peut relever même de l'autoroute, parce que l'autoroute, entre deux sorties, on ne peut pas toujours sortir de l'autoroute, justement, on ne peut pas toujours s'extraire de la situation. Ça peut relever des voies rapides, où on peut être coincé. Vous voyez, ça relève vraiment de problématiques très différentes les unes des autres. À ne pas confondre avec la claustrophobie. La claustrophobie étant la peur d'être dans un endroit confiné. C'est-à-dire que concrètement, le claustrophobe, vous l'allongez dans un lit, vous lui mettez un drap sur le visage, il va paniquer, il ne supportera pas, il va enlever le drap, il a l'impression d'étouffer. L'agoraphobe, lui, ça ne lui posera pas problème. Par contre, l'agoraphobe, vous le mettez dans cette chambre en lui disant « elle est fermée à clé et il n'y a pas de fenêtre », là, la personne va commencer à pas être bien, à déclencher une crise d'angoisse. Alors après, il peut y avoir des mix, c'est-à-dire en gros, on peut avoir une agoraphobie avec attaque de panique, et on peut avoir aussi une agoraphobie sans attaque de panique, comme on peut avoir des attaques de panique sans agoraphobie. Autre trouble anxieux, ce qu'on appelle les phobies spécifiques. Alors les phobies spécifiques, également appelées phobies simples, c'est la peur panique d'une situation ou d'un objet très spécifique. Et quand je dis une peur panique, ce n'est pas juste une petite crainte. Par exemple, je ne pense pas que vous aimiez particulièrement l'idée d'avoir un serpent qui passe entre vos jambes ou d'avoir une mygale qui court sur votre main. Mais globalement, quand on en parle, ce n'est pas quelque chose qui va vous angoisser particulièrement. Si vous voyez un serpent à la télé, bon, vous n'allez peut-être pas aimer ça, mais ça va se limiter à ça. Quelqu'un qui a une phobie spécifique, eh bien par exemple, si y a une araignée qui apparaît à la télévision, la personne, elle va soit éteindre la télé, soit carrément partir en courant pour ne pas voir cette araignée. Quelqu'un qui va avoir, on reste dans le domaine de l'arachnophobie, qui est la phobie spécifique des araignées, quelqu'un qui va avoir cette agoraphobie, j'ai eu le cas, d'ailleurs, une fois en consultation, une dame qui allait rentrer chez elle et qui a vu une araignée sur la porte de son domicile. Eh bien, elle allait dormir à l'hôtel. Elle n'a même pas pu ni la pousser, ni l'écraser, ni ouvrir la porte en faisant attention de ne pas toucher l'araignée. Elle est partie passer la nuit à l'hôtel.
Donc cette phobie spécifique, c'est vraiment quelque chose qui va déclencher une angoisse majeure pour les personnes qui en souffrent. Alors attention aussi par rapport à l'impact que va avoir cette phobie spécifique sur le quotidien. Prenons un exemple. Moi j'ai une phobie spécifique. J'ai la phobie du vide, ce qu'on appelle le vertige dans le langage courant, ou si vous voulez vous la jouer dans les colloques, vous pourrez dire que le docteur Palazzolo il souffre d'une acrophobie. En fait, cette phobie du vide, ben moi ne me pose pas problème. C'est-à-dire, en gros, je ne vais pas aller faire de l'escalade et je ne monterai pas sur le mât d'un voilier pour aller réparer une voile ou quoi que ce soit. Par contre, il m'arrive de traiter des gens qui souffrent de la même phobie que moi, mais par exemple, quelqu'un qui travaille sur les lignes EDF à haute tension. Et dans ce cadre-là, sa phobie va empêcher la personne de travailler et donc ça va nécessiter d'être prise en charge. Donc là encore, par rapport à cette explication que je vous donne concernant une phobie, il est normal que vous ayez une phobie ou deux. Maintenant, là où ça va poser problème, c'est si vraiment ça vous pose problème au niveau des situations que vous devez affronter dans votre quotidien. Autre élément anxieux, autre trouble anxieux, ce qu'on appelle la phobie sociale. Alors, c'est quoi la phobie sociale? La phobie sociale, ce serait en quelque sorte une timidité extrême, mais là encore, pathologique. C'est-à-dire, la personne va déclencher des crises d'angoisse majeures lorsqu'elle va se retrouver confrontée à des situations de stress social. Par exemple, présenter un projet au niveau professionnel. Par exemple, travailler en groupe dans le cadre de l'université. Par exemple, présenter un exposé. Et on retrouve des personnes pour qui la scolarité se passe très bien, jusqu'au moment où elles doivent présenter un projet spécifique. Et souvent, les phobies sociales vont commencer à se mettre en place et vont commencer à impacter sur la vie de la personne, souvent à l'université par exemple, où on va demander de présenter un exposé devant un amphi ou même devant un petit groupe. Et la personne, elle ne peut pas. Elle est en panique face à ça et elle peut même aller jusqu'à une déscolarisation. Et dans ce cas-là, elle ne va pas se rendre aux cours, elle va suivre les cours à domicile éventuellement, mais de toute façon, le jour où elle sera confrontée au milieu du travail, il va bien falloir qu'elle puisse traiter cette problématique. Autre trouble anxieux, le trouble obsessionnel compulsif, le fameux TOC. Alors à quoi ça correspond ce TOC? Le TOC, comme son nom l'indique, va poser problème à deux niveaux. C'est-à-dire que la personne qui souffre de TOC, de trouble obsessionnel compulsif, va avoir des obsessions. Les obsessions, ce sont des pensées intrusives qui s'imposent à la personne et qui vont l'obséder en quelque sorte. Et pour lutter contre ces obsessions, contre l'angoisse qui est liée à ces obsessions, eh bien la personne va développer un comportement compulsif. C'est-à-dire que dans ce cas-là, elle va avoir des rituels qui vont se mettre en place et qui vont chercher à apaiser son angoisse, apaiser son anxiété et éviter aux obsessions de l'envahir. Alors prenons un exemple, quelqu'un qui va avoir l'obsession de tomber malade, d'attraper des pathologies X ou Y, eh bien par exemple, il va falloir qu'elle se lave les mains 50, 70 fois par jour. Sachant que ce n'est pas systématiquement lié, puisque la personne, quand on va l'interroger, elle va dire je me lave les mains pour éviter d'attraper le sida par exemple. Alors qu'on sait très bien que le sida n'est pas lié à quelque chose qu'on va toucher de sale. Mais la personne va être dans l'obligation de réaliser ce rituel pour apaiser son angoisse. Ce rituel va avoir quasiment une dynamique magique. Alors on va dire, mais ces personnes qui souffrent de TOC, quand même, elles sont vraiment limites, quoi. Et pas tant que ça. Regardez un petit peu quand vous passez sous une échelle, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, ah non, je ne vais pas passer sous l'échelle parce qu'on ne sait jamais. Si vous renversez du sel, vous allez dire, ah non, je vais le jeter en arrière. Si vous croisez un chat noir, vous allez dire, tiens, il faut que je compte jusqu'à 3 pour éviter qu'il y ait un malheur. C'est un peu ça. Sauf que pour vous, c'est quelque chose qui va durer sur un temps très limité, et sauf que pour la personne qui souffre de TOC, ça peut durer des heures et des heures. Alors les rituels peuvent être des rituels de lavage, où la personne va se laver les mains, va se laver plusieurs fois par jour, etc. Mais ça se compte en heures, hein.
C'est-à-dire que la personne, elle peut passer sur une journée 3 ou 4 heures à se laver, ou se laver 70 fois les mains. Donc vous imaginez bien l'état des mains quand on se retrouve en plein mois de février, par exemple. Rituel de lavage, rituel aussi de comptage, où la personne, elle va compter. Alors en allant de 0 à 100, en comptant 1, 2, 3, 4, 5, après en allant à l'envers, après en comptant une fois sur 2, une fois sur 3. Il peut y avoir des rituels aussi de vérification, où la personne va fermer la porte de chez elle, va descendre à sa voiture, et puis va remonter pour vérifier qu'elle a bien fermé, et ça, elle va le faire peut-être 15 fois. Rassurez-vous, si vous le faites une fois, rien de pathologique là-dedans. Mais quelque part, là encore, comme je le disais en introduction, là où ça va poser problème, c'est quand ça va impacter sur la vie de la personne. J'ai eu le cas, par exemple, d'un barman qui travaillait dans une boîte de nuit. La boîte de nuit ouvrait à 23 heures. Eh bien, lui, il allait au travail à 15 heures, donc l'après-midi. En arrivant, il comptait toutes ses bouteilles. Il les rangeait par ordre alphabétique. Ensuite, il descendait à la cave voir s'il y avait des bouteilles d'avance. Ensuite, il remontait et il nettoyait toutes ces bouteilles pour finalement les re-ranger après par ordre alphabétique. Donc il était à 15 heures à son travail, à 23 heures, il ne pouvait pas être optimal au bar parce qu'il était encore en train de compter ses bouteilles. Et finalement, il a perdu son emploi. Donc vous voyez, on rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'impact que le trouble peut avoir dans le cas de la vie quotidienne. Autre trouble anxieux, ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. Alors l'état de stress post-traumatique, c'est un état de stress qui survient suite à un traumatisme aigu qu'on a vécu. Bon, si on a vécu par exemple un attentat, si on a vécu un gros accident, si on a vécu la guerre, si on a vécu la perte d'un être cher, mais dans un contexte vraiment violent, on peut avoir été marqué par ça. Un peu comme si au niveau psychique, il y avait une cicatrice qui se retrouvait mise en œuvre. Et le problème, c'est que systématiquement, à distance du traumatisme, tout ce qui va plus ou moins nous renvoyer à ce traumatisme va être source d'angoisse majeure. On peut même avoir ce qu'on appelle une réviviscence du trouble, c'est-à-dire certains éléments vont nous amener à revivre ce qu'on a vécu qui a été traumatique pour nous. On est souvent dans une dynamique de cauchemar, où pendant la nuit, on va revivre cette situation. Et c'est un peu comme si on avait du mal à digérer une information qui a été traumatisante pour nous. Prenons un exemple dans ce cadre-là. Donc moi je suis à Nice. À Nice nous avons le tram et j'ai eu quelqu'un à voir en consultation qui avait été victime d'un accident de train, un train qui avait déraillé en Chine. Et il y avait eu des morts dans cet accident, la personne avait fait du coma suite à cet accident, et en fait, des années plus tard, lorsqu'elle se baladait à Nice et qu'elle entendait le bruit du tram sur les rails, eh bien ça la renvoyait à une angoisse énorme, à quelque chose qu'elle n'arrivait pas à gérer, des crises d'angoisse monstrueuses. On était dans un état de stress post-traumatique. Quelqu'un qui a vécu malheureusement des attentats, là encore à Nice, tous les jours à midi, nous avons le canon qui tonne. Eh bien, vous imaginez bien quelqu'un qui a entendu des coups de feu, quelqu'un qui a vécu une explosion, ben, si tous les midis, il y a le canon qui fait un bruit, vous imaginez dans quel état elle peut être. Donc ça, c'est l'état de stress post-traumatique. Autre trouble anxieux, ben, l'état de stress aigu. Alors ça, c'est tout ce qui va concerner la réaction aiguë à une situation spécifique. Par exemple, le fait de passer un examen, le fait de passer un concours. Dans ce cadre-là, le stress est normal. C'est ce qu'on évoquait en introduction. Il faut que ce stress soit optimal. C'est-à-dire que pas assez de stress, c'est pas bon, parce qu'en gros, on s'endort. Si je passe un examen et que j'ai aucun stress, ben en gros, je vais faire autre chose, voire je vais m'endormir sur ma feuille. Si j'ai un état de stress optimal, ben je vais être au top de ce que je peux faire à ce moment-là. Mais si je suis dans un état de stress trop important, ben le problème, c'est que je suis dans un état de stress aigu qui peut impacter sur mes capacités à répondre de manière adaptée à la situation qui m'est présentée.
Autre trouble anxieux, les troubles anxieux qui peuvent être induits par une substance. On en parlait un petit peu en introduction, mais il y a des substances qui peuvent déclencher des troubles anxieux. Et des troubles anxieux majeurs, par exemple une attaque de panique. Alors il y a des substances licites et des substances illicites. Commençons par les illicites. On parlait tout à l'heure de cannabis. Le cannabis est une substance qui peut vous apaiser, qui peut vous calmer quand vous êtes angoissé, mais qui va entraîner un rebond d'angoisse ensuite. Le cannabis est une substance anxiogène sur le long cours. Tout ce qui va être drogue en fait, la cocaïne qui a plutôt tendance à booster, à speeder la personne. Donc vous imaginez bien que si la personne déjà a une certaine vulnérabilité par rapport à l'angoisse, le fait de prendre de la cocaïne, ça va littéralement la faire flamber. Tout ce qui va être substance qu'on appelle dysleptique. Alors c'est quoi une substance dysleptique? C'est une substance qui va nous faire voir la réalité d'une manière un peu différente, voire parfois beaucoup différente. Exemple, le LSD. En gros, si vous voulez expérimenter une schizophrénie, ben vous prenez du LSD, vous allez voir ce que ça donne. C'est-à-dire, vous allez voir apparaître des choses, vous allez entendre des choses qui ne sont pas, vous allez voir la réalité qui va se transformer, et bien vous imaginez bien que ça, c'est quand même quelque chose qui est très angoissant, très anxiogène dans ce cadre-là. Tout ce qui va être aussi substance excitante type MDMA, ecstasy, que les jeunes prennent souvent pour faire la fête. Ah, c'est sûr qu'on fait la fête. Sauf que le problème, c'est qu'ensuite, on se retrouve avec un niveau d'anxiété majeur dans ce contexte-là. Ça, ce sont les substances illicites. Sauf que les substances licites, peut-être que vous consommez, vous, eh bien, peuvent entraîner des troubles anxieux. Les plus classiques, le café. Le café, vous prenez un café le matin, c'est pas un gros problème. Maintenant, moi j'ai des personnes qui viennent me voir en consultation pour des troubles anxieux et qui consomment 17 cafés par jour. Dans ce cas-là, avant même de voir un psy, avant même de prendre un traitement, ben déjà peut-être que ça vaudrait le coup de diminuer le niveau de consommation de café. La caféine est hyper anxiogène. Le thé, la théine, qui d'ailleurs au niveau biologique se transforme en caféine, lorsque c'est digéré, lorsque c'est métabolisé, eh bien la théine est quelque chose d'hyper anxiogène également. Tout ce qui va être boisson énergisante, d'accord, on ne va pas citer de marque, mais vous voyez celle que je veux dire, en particulier une dont la marque représente un taureau, d'accord, donc ça à éviter. Parce que surtout si vous êtes anxieux, si vous n'avez pas de souci d'anxiété, il n'y a aucun problème. Mais si vous souffrez d'un trouble anxieux, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas adapté. Le tabac, c'est anxiogène. La nicotine est anxiogène. La nicotine réveille. Ceux qui sont fumeurs et qui passent des examens le savent bien. Le soir, quand on commence à se fatiguer, à s'endormir, rien de mieux qu'une cigarette pour repartir. D'accord ? Il pourrait même faire un slogan publicitaire. Une cigarette et hop, ça repart, d'accord? Et en plus de ça, si vous le cumulez avec le café, n'en parlons pas. Et bien ça, le problème, c'est que c'est hyper anxiogène également. Donc vous le voyez, et on y reviendra dans la dynamique de prise en charge, l'anxiété, ça va nécessiter aussi pour être prise en charge, eh bien, de mettre en place une certaine hygiène de vie. Vous ne pouvez pas espérer guérir d'un trouble anxieux si vous n'avez pas une hygiène de vie qui est adaptée dans ce cadre-là.